Nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va partir maintenant du côté du Cameroun. Paul Biya est là. Paul Biya est arrivé le lundi 21 octobre à l'aéroport international de Yaoundé en fin d'après-midi à 18h38 selon des images diffusées par la télévision d'État, la CCR-TV. Après l'atterrissage de l'avion présidentiel, M. Biya, 92 ans, a été filmé avec sa femme saluant les dignitaires venus l'accueillir alors qu'une foule en liesse l'attendait devant le bâtiment. Sur les images, on a pu voir le chef de l'État, costume bleu nuit et cravate noire, en train de discuter avec le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. L'échange a duré quelques minutes avant que le président ne s'engouffre dans la limousine qui l'a conduit au palais présidentiel sans faire de déclaration ni à la foule ni à la télévision. Paul Biya était le lendemain dans ses appartements privés pour gérer les affaires de l'État. Cela faisait 3 semaines que Paul Biya était absent du Cameroun et les rumeurs le donnaient pour mort. Olivier, Paul Biya est bien vivant. Oui, comme toute attente, Paul Biya est bien vivant et parce que la rumeur a traîné comme un truc là de poudre. Mais ceux qui ont propagé cette rumeur se sont fait très vite rattraper par l'arrivée de Paul Biya. Et tous aujourd'hui, on est convaincus que le patriarche n'est pas mort, mais qu'il est bien vivant et qu'il est bien debout et qu'il peut toujours gérer les affaires de l'État. Et ça. Bon, pour combien de temps peut-être encore, Dieu seul sait. Parce que à 92 ans, je pense que c'est l'âge pour quelqu'un qui a passé plus de 50 ans, pour ne pas dire 60 ans de sa vie, au sommet de l'État, de se reposer. Moi, je ne sais pas si ce n'est pas une punition pour l'homme même. Je ne sais pas quel privilège encore il tire de ce pouvoir-là, parce que si à 92 ans, on doit encore continuer par se faire garder, et puis bon, moi, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est vivant. C'est un humain, on ne va pas lui souhaiter la mort, mais je pense que la sagesse voudrait qu'on sache quitter les choses avant que les choses ne nous quittent. Si la rumeur a pris autant d'ampleur, c'est parce que justement on n'avait pas aperçu Paul Biya. Sa dernière apparition publique remontait en septembre, alors qu'il était au sommet Chine-Afrique qui a été organisé en Chine. Après, il était attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies, il ne s'y est pas rendu. Il était attendu au sommet de la francophonie, il ne s'y est pas rendu. Et une télévision américaine l'avait donné pour mort. La rumeur a pris de l'ampleur. Mais une question se pose. Est-ce qu'on a forcément besoin de voir un chef d'État en public tout le temps? Et vous savez, si c'est un jeune président, la question ne se posera pas. Mais vu qu'il a pris l'âge, et les jours sont comptés pour Paul Biya, quoi qu'on dise, parce que les conditions humaines, naître, vivre et mourir, tout être humain va laisser cette terre un jour. Je tiens à féliciter d'abord l'homme en personne, Paul Biya, la personnalité de Paul Biya, parce que depuis qu'il est venu au pouvoir en 1982, mais il n'était pas président en 1982, il était d'abord Premier ministre. En 1975, il était Premier ministre de 1975 à 1982 et il a pris les rênes du Cameroun jusqu'à 2024, à l'heure où nous parlons. C'est comme si l'homme a une santé robuste et il a une santé solide. C'est comme s'il a négocié le prix du Cameroun, il a payé à quelque part et il est là, il gouverne, personne ne dit rien. Il n'y a même pas de manifestation contre Paul Biya. Vous allez voir Paul Biya avec sa femme qui draine des cheveux, des cheveux gigantesques. On ne comprend plus rien. À 82 ans, il s'absente régulièrement du pays. Il gouverne par procuration le pays. Il s'absente, il fait 8 mois en Suisse, entre Suisse et Paris. Et il revient, il fait 4 mois au Cameroun. Et il y a certains ministres de Paul Biya que Paul Biya n'arrive même pas à connaître.
Et si on leur présente, il dit que c'est toi, ton nom c'est qui? On dit que c'est un ministre du sport. On dit, ah, félicitations. C'est comme si depuis là, il ne connaît même pas ces ministres. C'est ces dirigeants-là qu'on veut nous imposer en Afrique. Et c'est bon. Si c'est ces gens de présidents qui gouvernent avec procuration et ils volatilent ou bien ils s'envolent d'avion en avion, c'est ça que la grande métropole, la France, veut nous imposer. Voilà que sa dernière apparition, moi je me souviens, c'est au niveau de le 11 novembre ou bien le 6 novembre à Paris là. Il a été invité, il a tenu un long discours et il ne dit rien, un discours creux, très fatigant. Et voilà que c'est cet homme que les Camerounais aiment tant. Il est le chouchou des Camerounais. Quand il est rentré, vous avez vu la foule massée jusqu'au palais. Il y a 25 km entre l'aéroport et le palais. Il y a énormément de gens venus quand même accueillir Paul Biya. On ne peut pas se tromper sur la popularité de l'homme. Je vous respecte beaucoup. Vous êtes un érudit dans la presse. Vous maîtrisez votre rôle. Vous êtes quelqu'un qui a prouvé votre prouesse par le passé et vous continuez à le prouver. Vous êtes fier de ou bien comment je vais dire ça? Est-ce que l'image là, ça vous reflète la vérité? Moi, je commente les images. Que Paul Biya est revenu d'un voyage, il a salué. Et pourquoi il n'a pas fait le bain de foule? Pourquoi il n'a pas fait passage en revue des troupes? Sur le parcours, on baissait la vitre et il saluait la foule de la mer. C'est l'ancienne image. Non. Paul Biya est toujours à quelque part. Il n'est pas vous le pensez? Non, Paul Biya est rentré au pays. C'est juste pour distraire encore les Camerounais. C'est juste pour distraire les Camerounais que bon, notre président est là, ne pensez pas ouvrir une vacance, que la vacance là que vous voulez démarrer, la vacance présidentielle, c'est-à-dire que la vacance là, c'est-à-dire lorsque le président n'est pas là, oui, bien sûr. Et donc ils vont ouvrir une vacance là que non, il n'y a pas la vacance, que le président est toujours là. Là-bas, il n'y a pas aussi vice-président, il n'y a même pas premier ministre. C'est lui qui incarne tout. Le pouvoir qui était de Paul Biya revient à Paul Biya. Parfois, il fait passement de jambes à sa femme. Et ça s'arrête là. Chantal Biya. Il n'y a pas de conseil de ministres au Cameroun. Depuis qu'il est venu, si vous comptez les conseils des ministres, ça ne cède même pas 4. Non, peut-être pas 4, hein, c'est un peu plus. Alors, ici, ce qui fait qu'un président revienne dans son pays, hein, on a des présidents qui voyagent et qui reviennent, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui préoccupe les gens. Qu'on en fasse un événement au Cameroun, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, qu'on en fasse un événement, c'est parce que Paul Biya, c'est 82 ans. 92 ans. 92 ans, pardon. 92 ans. Et 92 ans, donc... Il est né en 1933. C'est 92 ans et donc plus d'une cinquantaine à la tête de l'État camerounais. 42 ans. Non, mais il faut même faire... Paul Biya est venu... à la tête, est venu aux affaires comme chef d'État de cabinet d'abord de Aïdjo. Et c'est du directeur de cabinet qui est devenu Premier ministre. Donc, il faut compter, c'est au moins 50 ans pour ne pas dire 60 ans au sommet de l'État. Donc, consacré à la vie de la nation. Ouais. Et du coup, vous voyez, en fait, tout à l'heure, mon co-débatteur parlait du fait que c'est ce type de dirigeant que les Européens veulent nous imposer. Non. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que ce n'est pas la France ou bien un pays occidental qui nous impose quelque chose. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Si les Sénégalais ne s'étaient pas levés, c'est que Macky Sall allait rester. Ou du coup, il allait faire à la Poutine. Parce que les institutions sont fortes là-bas. Non, justement, qu'est-ce que les Cameroun... Non, justement, les institutions ne sont pas fortes au Cameroun parce que les Cameroun n'ont pas voulu que les institutions soient fortes. Parce que c'est une seule personne qui incarne... Non, justement, le pouvoir, c'est ce qu'on doit comprendre en Afrique. Le pouvoir, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Et il faudrait que nous, les Africains, qu'on inculte ça, qu'on fasse tout pour que nos dirigeants comprennent que leur pouvoir, ils tiennent ça de nous. Mais on va vous massacrer. C'est pas massacrer. Tu as vu les sacrifices, vous avez vu les sacrifices que Sonko a fait. Il n'a pas refusé la prison. Il aurait pu rester en prison et dire, bon, ok, j'abandonne tout. Si Nelson Mandela avait rebroussé chemin,
au cours de 27 ans de prison là, vous pensez qu'il aurait eu la gloire qu'il a eue? Il y a un prix à payer, ça c'est clair. C'est le fait de refuser de payer le prix et de dire bon ok, on accepte et rester passif, c'est ça qui nous fait vivre ça. Tout à l'heure vous avez cherché en vain un nom. Oui. Maurice Kamto. Là-bas, il était venu en deuxième position, mais il était en première position. Justement, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Maurice Kamto seul, lui seul, sa poitrine ne peut rien faire à Paul Biya, à la machine que Paul Biya a mis en place depuis plus de 50 ans. C'est ça le vrai problème. Et c'est ce qui fait, en fait, les gens c'est pas que les gens aiment Paul Biya plus que quiconque, mais c'est parce que le gars a eu la chance de rester aussi longtemps au pouvoir. Les enfants qui ont 40 ans aujourd'hui, les Camerounais qui ont 40 ans, n'ont connu que Paul Biya. 45 ans n'ont connu qu'un seul président. Mais vous voulez qu'ils aiment quoi? Quand tu n'as pas eu la chance de goûter à la sauce d'une autre mère, mais tu passes tout le temps à penser que c'est ta mère, c'est ta maman seulement qui s'est préparé. C'est aussi ça. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien d'extraordinaire. Maintenant, le fait que ça émeut beaucoup de personnes, la santé de Paul Biya, c'est deux choses. C'est pas deux. Paul Biya même est tellement âgé et qui continue pas à gérer le pays tout comme si c'était une épicerie. Il va rester en Suisse. Il passe toute sa vie en Suisse et puis il revient peut-être une fois en 2 ans. En une année, à peine Paul Biya fait 2 conseils de ministres. En une année. C'est rare là-bas. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Cameroun lors d'une mission et puis on était logé à l'hôtel des députés. Et Paul Biya était venu pour une cérémonie à l'hôtel des députés. Il a rencontré un de ces ministres que lui-même ne connaissait même pas. Ça, c'était devant. C'est pas qu'on m'a raconté. Ça, c'était devant moi. Comment un président qui gère vraiment le quotidien de ses concitoyens ne peut pas reconnaître le ministre que lui-même il a nommé. Donc, il a pris son big pas pour nommer par décret. Ça n'a pas de sens. Ça prouve dans quel état agit le pays même est géré. Et c'est ce qui fait que, en fait, si c'était vrai que Paul Biya était décédé, ça allait créer encore un autre problème. Voilà. Parce que celui qui devait succéder, c'est le président de la Sénat. Lui aussi a 82 ans. Il est très vieux. Lui aussi a 82 ans. Ça veut dire que c'est un État qui est dirigé pour rien que des octogénaires. Des octogénaires. C'est ça le vrai problème. En fait, c'est la particularité du Cameroun. Et c'est ce qui fait que les gens si c'était vrai que Paul Biya était décédé, les gens allaient applaudir. Au moins, le bon Dieu même nous l'a épargné. C'est-à-dire ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pu faire là. L'enlever du pouvoir, la nature l'a enlevé. Mais comme l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, le gars est toujours là, il va encore rester là aussi longtemps que l'Éternel va lui accorder le souffle de vie. Et ils vont souffrir parce qu'ils ont accepté souffrir dans leur chair, dans leur âme. Que les Camerounais qui m'écoutent m'excusent, mais ils vont encore accepter souffrir comme nous aussi, nous les Béninois, on souffre aujourd'hui. Alors, on a l'impression aussi que de la part de Paul Biya, il y a une volonté de cultiver une image mythique, de mythe, parce que lorsque la rumeur a commencé que Paul Biya est décédé, une simple sortie publique aurait résolu l'affaire, mais on a voulu cultiver le mythe du personnage. Vous savez, c'est lui-même, il s'est transformé comme quelqu'un, un fictif, une personne fictive, une personne comme Jésus-Christ, une personne comme l'air qui souffle, parce qu'il est rare. Et il est rare là-bas au Cameroun. Jésus-Christ n'était pas rare. Non, Jésus est rare parce que depuis que il est monté au ciel, personne ne le voit plus. Donc, voilà. On sait au moins qu'il est parti. Il nous a dit qu'il reviendra bientôt, même bientôt jusqu'à ce soir. Ne doutez pas, il sera là. Donc, Paul Biya, c'est comme le mythe de la caverne. De Platon. Donc, ils se sont entourés de mystères que les Camerounais n'y croient plus. Que le gars là, il est décédé ou bien comment? C'est pas vrai. Donc, ça allait créer des tollés dans la ville et ça peut toutefois créer encore ce que nous appelons le renversement du pouvoir. Oui. Les militaires peuvent toutefois rentrer dans le jeu là et Paul Biya serait renversé. Même si la personne n'est pas morte, on peut toutefois, les militaires peuvent toutefois venir au pouvoir et faire des déclarations, des discours que voilà, qu'eux ils prennent le pouvoir. C'est pourquoi le régime, c'est-à-dire que le pouvoir d'État a réagi vite pour mettre fin à ces rumeurs. Et c'est de bonne guerre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voulait masquer aux Camerounais? C'est ça qui se pose comme problème. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Non, il est rentré. L'image là qu'on nous a servi. Il y avait des médias qui étaient à l'aéroport. Non, l'image là qu'on nous a servi qu'il est rentré au pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne souffre d'aucune maladie? Est-ce qu'il sa santé est encore solide?
pour faire 1 mois, 2 mois, 6 mois, 4 mois. Si ce n'est pas qu'on est en train de chercher son dauphin, son successeur, voilà que l'homme du Sénat, il est aussi vieux, c'est un octogénaire aussi. Maintenant, il se fait entourer par des vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces vieux? Il faut trouver un manager ou bien un coach pour dire que tu vois là, il faut remonter à telle place, lui vient ici. Peut-être ces arrangements qui sont en train de faire pour au moins masquer la mort là de Biya. Mais moi, je suis dubitatif et je suis comme Thomas. J'attends si effectivement il est vivant. Il n'a qu'à faire un discours à la nation. C'est pas parce qu'on va te voir à l'aéroport et maintenant il a même signé des décrets de nomination au ministère de la Défense. Un décret de nomination, il peut nommer. Oui, mais je ne sais pas pourquoi vous doutez de sa présence. Les médias étaient là, la couverture des médias privés, des médias internationaux. Ce qui est sûr, Paul Biya il est fragile. Il a un cancer de gorge qui le ronge. Et même quand vous entendez sa voix, vous sentez que il a un problème. Tout le monde sait que Paul Biya est malade. C'est ce qui justifie même son absence sur le territoire camerounais. Parce qu'il ne peut pas rester aussi longtemps, sur le territoire camerounais parce qu'il ne peut pas avoir les soins adéquats pour pallier au mal dont il souffre. C'est pour ça qu'il ne peut pas rester aussi longtemps au Cameroun. En fait, tout le monde sait que Paul Biya, il est vraiment souffrant, il traîne un mal qui le ronge, C'est peut-être l'argent qui le maintient. Sinon, si c'était un pauvre vieux de mon village, au fin fond de Porte-Novo, là-bas, c'est pas évident qu'il soit encore en vie jusqu'à maintenant. Mais alors, ici, vous savez, au cours de cette période d'absence, je rappelle, ça fait juste 3 semaines, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet et cette décision du ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Ndi qui avait interdit aux médias justement de parler de la santé du président. On a l'impression aussi quand on regarde, et ça je vais au-delà même du Cameroun, sur le continent africain, je ne connais pas trop de chefs d'État dont on a le bilan de santé. Voilà les problèmes dont nous souffrons en Afrique. Dans d'autres cieux, le carnet de santé du président de la République, c'est disponible, ça fait monnaie courante. C'est-à-dire, n'importe qui, même, vous allez même trop loin. Le problème de bilan de santé du président, vous allez même trop loin. Il y a même des pays aujourd'hui, je vous parle même par exemple du Bénin, dont je suis natif. Mais vous ne pouvez pas dire, aucun Béninois aujourd'hui, aucun citoyen lambda béninois ne peut vous dire le salaire du président de la République. Dans le même gouvernement, on a 4 salaires différents pour les ministres différents. Dans la sous-région. Donc, du coup, c'est pour vous dire que quand c'est les salaires, quand on peut faire du mythe autour des salaires du président de la République, autour des avantages du président de la République, où le citoyen lambda qui cotise pour qu'on puisse le payer lui, ne sait pas ce qu'on fait de son argent qu'il cotise, mais n'allez pas demander quand vous publiez son bilan de santé. C'est ça en fait nos carences en Afrique. On pense que parce qu'on est chef d'État, non, c'est dit, on devient extraordinaire, ou bien on devient intouchable, on devient Dieu incarné ou extraterrestre, où personne ne doit rien savoir, sauf ce que nous on veut mettre sur la planète. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ce retour de nature à rassurer, parce qu'en posant la question, je pensais à l'ancien président, il n'était pas ancien président au moment de son décès, mais du Ghana, Jonathan Mills, qui était malade, qui est parti rester en Europe pour se soigner. Et on se rappelle quand il est rentré au pays, il a descendu les escaliers de l'avion, et sur les dernières marches, il a sauté et il a crié. Je suis vivant. Oui, I'm well. Je suis en bonne santé. Quelques jours après, il est décédé. Est-ce que voir Paul Biya rentrer, descendre de l'avion, échanger pendant quelques minutes avec le ministre d'État, est-ce que tout cela rassure qu'on a un président qui tient? Non, c'est effectivement, il a une santé solide. Si il a une santé solide, n'engage que lui. Mais s'il veut tromper le peuple, on ne s'amuse pas avec la mort. Si on ne s'amuse pas avec la mort, là, on dit que la santé n'a pas de prix, rien ne vaut la santé. Mais ce n'est pas non plus comme si Paul Biya pouvait encore vivre 90 ans de plus, hein? Oui, c'est clair. Ouais, parce que c'est ce que je me dis, on crée un mythe, se pose quelque chose qui n'existe pas. Vous l'avez rappelé, la mort est inhérente à la vie. Oui, mais si aujourd'hui, vous avez donné
le rapprochement avec Jonathan Miss. Ouais, du Ghana. Donc il a sauté. Est-ce que vous pensez que Paul Biya peut sauter aussi? Non, le problème n'est même pas de... Le fait de marcher même, ça pose problème à l'homme. L'homme n'arrive pas à marcher. Il traîne les pas par terre, comme s'il est sur le Jupiter. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Paul Biya doit rassurer les Camerounais avec sa santé, son état de santé là, son bulletin de santé un peu tellement... Ça ne rime pas avec ce que les gens voulaient. Donc, le mieux, il faut trouver un successeur rapide. Et Paul Biya n'a qu'à aussi passer la main. Et on crée une transition au Cameroun pour une fois de bon, pour qu'on crée une transition politique. Les opposants, la société civile, les hommes religieux, les imams, etc. Et autour d'une table là, on discute de l'avenir après Paul Biya. Mais si on veut maintenir toujours le mythe là, si on veut maintenir toujours le régime de Paul Biya après Paul Biya, alors que la personne, quoi qu'on dise aujourd'hui, il ne gouverne pas le pays. Il gouverne depuis un certain moment, nous le disons depuis. Il gouverne avec procuration, il vit en Suisse. Il aime de trop l'Occident que son pays natal. C'est un peu compliqué que de gouverner. Il n'arrive même pas à connaître ses ministres, tel que notre ami venait de le dire. Il ne connaît même pas ses ministres, alors que c'est toi-même qui a pris ton bic. Et tu as signé un décret. Et le décret présidentiel, c'est un acte juridique. Et maintenant, tu ne reconnais pas celui que tu as nommé. C'est un peu compliqué pour notre fisc. Si on nomme, peut-être il ne maîtrise pas la personne, c'est quelqu'un d'autre qui lui a proposé qu'il faut nommer telle personne. Si la personne c'est un voleur, c'est un détourneur, c'est un corrompu, maintenant tu le nommes. Qu'en sera-t-il pour nos deniers publics? Donc pour sauvegarder les deniers publics, il faut un président solide. C'est pourquoi aux États-Unis, pour être président là, on doit fouiller d'abord ton passé. Et maintenant, ta santé aussi compte. Aujourd'hui, les deux rivaux là. On a eu un vieillard là-bas qui perdait la mémoire aussi. Hein, ça n'a pas gêné. On l'a remplacé rapidement. Ça n'a pas gêné. Pourquoi il a été remplacé par Kamala Harris. Pour le moment, quand on regarde le Cameroun, le Cameroun n'a aucun problème. Hein, le pays est gouverné, les salaires sont payés, la sécurité est garantie, à part quelques problèmes dans la partie anglophone. On ne sent pas que Paul Biya n'est pas à la manette. Non, c'est vrai que Paul Biya est absent du pays, mais le pays continue de tourner, le pays est géré, parce qu'il a eu la chance ou le flair de trouver les collaborateurs aussi fidèles qui peuvent gérer les affaires. Sinon, quand vous voyez, par exemple, depuis un bon moment, et quand vous voyez un décret qui est signé ou bien une décision qui est prise, on vous dit c'est sur haute instruction. Voilà le mot qu'on utilise au Cameroun, sur haute instruction du chef de l'État. Vous ne voyez jamais la haute instruction, vous ne voyez jamais le document, mais on vous dit que c'est sous haute instruction du chef de l'État. Maintenant, si ça peut permettre au pays de se développer et d'atteindre les objectifs, bon, tant mieux. Jusqu'au jour où Paul Biya ne serait plus là, et qu'on veuille ou pas, un jour, on va se lever un matin, on va nous dire que Paul Biya n'est plus là. Moi, on ne souhaite pas sa mort sur ce plateau, mais toujours est-il que quand vous arrivez à avoir la chance d'arriver à ce niveau de responsabilité dans votre pays et que vous arrivez à durer aussi comme ça au pouvoir, il faut mieux passer la main. Parce que l'État n'est pas une propriété privée, c'est pas la chasse gardée de vos parents, non. On va aller maintenant vers le dernier sujet. Nous parlons du Togo. On évoque donc la situation du chef de file de l'opposition, Marcel Agbessi. Avant d'introduire, j'aimerais bien demander, vous connaissez le chef de file de l'opposition togolaise? Non, le chef de file de l'opposition togolaise, si j'ai la bonne mémoire, nous avons au moins, c'est la troisième personne qui a été déclinée par les élections législatives passées. Donc la loi togolaise, bien que je n'ai pas ça avec moi, mais ça datait depuis 2015, au moment où Jean-Pierre Fabre a été le premier chef de file de l'opposition togolaise. Et c'est en ce moment que le chef de l'État, d'alors le président togolais, le président Faure Gnassingbé, que je salue de passage, a mis en place ce système de chef de file de l'opposition. Et c'est la première personne, c'est Jean-Pierre Fabre, qui a eu au moins 9 députés à l'époque.
ou bien environ. Et après ça, c'est Chikris Olympio. C'est Chikris Olympio avec 4 députés environ. Donc, non, 7 députés. Oui. Avec un accord bien ficelé, l'accord du 10 mai 2011. Peut-être l'accord de 2010. 2010. C'est l'accord de 2010 que Chikris a fait un mariage avec le régime que je peux appeler la cohabitation. Après ça, c'est les élections législatives maintenant que certains partis politiques de l'opposition refusent d'y siéger parce qu'ils ont donné des arguments peut-être qui tiennent dans leurs accords politiques que les élections sont tellement émaillées de fraude. Il y a des fraudes massives, de bourrage d'urnes à ciel ouvert. Donc, vu, ils ne siégeront pas. Il y a le cas de Jean-Pierre Fabre qui s'est retrouvé avec un seul député. C'est-à-dire que le siège a pourvoir un. Il a eu seulement un. Et l'autre, c'est l'avocat et le chef de parti, le président à Pévon, Maître Dodi Paul à Pévon, qui a eu un seul siège et avec 4 conseillers régionaux. Maintenant, les deux, ils ont joint leur voix, ils refusent d'y siéger. Maintenant, ils reviennent aux autres. Il y a Adjamagbo, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo un seul siège également. De la DMP et l'autre professeur Aimé Gogué. Professeur Aimé Tchabouré Gogué, qui a eu deux sièges. Donc les 2 sièges, normalement il faut avoir au moins 5 sièges pour avoir au moins un groupe parlementaire à l'Assemblée actuelle. Tel n'est pas le cas pour Madame Adjamagbo et Aimé Gogué. Mais n'empêche, eux ils ont siégé. Maintenant, celui qui a eu le plus de députés, que ce soit entre les 5, c'est-à-dire que Adjamagbo, Fabre, Apévon et Aimé Gogué, c'est Aimé Gogué qui a eu les 2 sièges. Donc la loi est claire là-dessus que quiconque qui a dépassé a eu au moins un nombre de députés dépassant les autres de l'opposition, c'est lui qui serait nommé chef de file de l'opposition. Donc à l'heure où nous parlons, où nous exposons ces propos, c'est Aimé Tchabouré Gogué de l'a dit qui doit être chef de file de l'opposition si la loi doit être respectée et actualisée. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, pour chuter, cette loi est un peu une loi qui crée la division au sein de l'opposition togolaise. Dès que vous êtes chef de file de l'opposition, si je sais que je peux militer, faire les pieds et mains, mouiller le maillot pour avoir 3 ou 4 députés, tu n'accepteras jamais de coaliser avec tel ou tel parti. Oui, ça c'est notre débat, on pourra le faire à un autre moment, mais est-ce que quand on regarde, parce qu'il a rappelé, il a fait un bon rappel historique, Jean-Pierre Fabre, Gilles-Christ Olympio, maintenant normalement Aimé Tchabouré Gogué, mais de Jean-Pierre Fabre à Gilles-Christ Olympio, on n'a pas vraiment senti l'incarnation du chef de file de l'opposition. Oui, c'est vrai que de Jean-Pierre Fabre en 2015, je crois, et à Gilles-Christ Olympio, et à aujourd'hui, bon, on n'a pas senti l'institution bouger ou bien poser de grands pas. C'est juste un titre honorifique. Moi, j'ai trouvé ça comme un titre honorifique pour quelqu'un qui, dans le parti, a pu se sortir de sa tête de l'eau. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas eu d'engouement ou bien de travail de fond en tant que chef de file de l'opposition, où on voit sur d'autres cieux, vous voyez le chef de file de l'opposition aller. Pas comme au Burkina, quand on te dit chef de file de l'opposition, c'est carrément une institution. Tu le vois prendre la parole et défendre certains sujets d'actualité publique où il va au devant de la scène, il participe à la vie de sa population, mais on ne voit pas ça ici. C'est pas ce qu'on voit ici. C'est juste une institution de nom qui peut-être ne bouge pas du tout. Bon, je ne sais pas si peut-être que celui qui sera le professeur Gogué, le prochain chef de file de l'opposition, pourra peut-être faire bouger un peu les lignes. Pourquoi ce poste n'incarne finalement rien? On a plus l'impression comme si c'est quelque chose que le pouvoir a créé pour une opposition, pour qu'elle se divise encore davantage autour du morceau. Hein. Vous le savez, c'est juste pour enraciner la division au sein de l'opposition. Parce que si je sais que moi, aux prochaines élections législatives,
je peux avoir 4 députés. Pourquoi moi je vais coaliser avec un certain Samuel Niaoui, qui peut-être son parti politique n'a même pas de siège. Ça là, c'est un jeu politique que les dictateurs ou bien les régimes africains ont su vite et créer et jeter ça dans la masse. Au Togo, vous avez vu, ça n'a pas créé d'engouement. Les deux qui ont eu ça, qui ont eu le titre là. D'abord, le rôle du chef de file de l'opposition, tu dois relever régulièrement l'état de la nation aux dirigeants, participer aux fêtes nationales là, aux côtés cérémonies officielles. Les cérémonies officielles, comme les ambassadeurs aussi en prenaient part. Donc toi aussi tu dois être aux côtés du chef de l'État, alors que Jean-Pierre Favre à l'époque il ne se retrouvait pas dans la peau d'un chef de file de l'opposition qui doit rester aux côtés du chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans les cérémonies officielles. Raison pour laquelle son rôle a été rapidement effacé. L'institution n'existait plus. L'institution existait au nom, seulement que de nom. Et seulement que sur les comptes bancaires. C'est-à-dire qu'on doit virer des sous, des avantages inhérents à ce titre. Mais je sais que ça a été respecté. Mais les autres n'ont pas été respectés. Il n'y a pas le retour, il n'y a pas de rapport, comment on appelle ça? Il n'y a pas de la dichotomie, c'est-à-dire que normalement, tu dois être présent dans les cérémonies officielles, aux côtés du chef de l'État. C'est-à-dire il y a le rôle et responsabilité. Voilà, il y a rôle et responsabilité, mais la responsabilité, je sais que le chef de file de l'opposition a décliné ça. Parce qu'il a dit publiquement que non, il ne prend pas ces magouilles de cérémonies officielles aux côtés du chef de l'État togolais, parce qu'il vole des élections, il s'est basé sur certains critères, et les critères sont debout, ils se tiennent. Donc à l'heure où nous parlons, je sais, Tchabouré Aimé Gougué, c'est quelqu'un qui est rassembleur, c'est quelqu'un qui n'aime pas, il n'est pas rancunier. Rassembleur, oui, mais dans le contexte actuel. Oui. Vous savez que, vous l'avez rappelé, à la dernière élection, il y a des mécontents qui ne sont pas allés. Les autres de l'opposition sont un peu dispersés. On ne se retrouve plus véritablement. Qu'est-ce que Aimé Gougué peut faire dans ce contexte-là? Non, vous savez, Aimé Gougué, vu son âge aussi, je sais que... Est-ce que c'est l'âge qu'on respecte en politique? D'abord, en Afrique, on dit que un vieillard dans la maison, c'est comme une bibliothèque. Et on parle de politique. Et donc, en politique aussi, au moins, la loi d'aînesse aussi doit prévaloir. Allô? Oui, mais ça n'a jamais prévalu. Non, si la loi d'aînesse dont vous parlez devait prévaloir, c'est que Jean-Pierre Favre devait respecter. Quand il était chef de file de l'opposition, devait respecter Jésus-Christ. Malgré qu'il soit chef de file de l'opposition, mais quand Jésus-Christ était chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Favre devait se rapprocher de lui. Non, c'est le chef de file de l'opposition qui doit tendre la main. Bon, maintenant, le vrai problème au Togo ici, dans l'histoire de chef de file de l'opposition ou bien au sein de l'opposition, c'est un problème de leadership, c'est un problème de querelle de personnes. En fait, l'opposition togolaise n'a pas encore trouvé le leader qu'il lui faut en fait. Quand vous regardez aujourd'hui de Jésus-Christ, de Fabre, de tout ce que vous voyez aujourd'hui comme opposant là, il n'y a pas de leader, de vrai leader parmi eux. Allez sur d'autres cieux. Quand on vous parle de chef de file de l'opposition, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser, qui sait laisser enterrer les égos. Et qui se dit, bon, ce qui nous unit là est plus fort que tout ce qui doit nous diviser. Donc du coup, on a un adversaire commun. Regardons dans la même direction. Comment faire pour qu'on puisse gagner cet adversaire? C'est ça le vrai problème. Mais ici, non, chacun veut tirer le drap de son côté. Chacun veut être leader. Chacun veut être patron chez lui. Quand c'est comme ça ne peut jamais marcher. Même quand vous dites tout à l'heure que les autorités ont jeté l'histoire de chef de file de l'opposition pour diviser l'opposition. Si le mur n'était pas lézardé, le lézard ne va pas passer dedans. C'est parce que le mur même est derrière. Le mur opposition là. Il y a des ficelles. D'ailleurs, il y a des fissures. Donc, du coup, quand le lézard arrive, il rentre dedans facilement. Alors, ça permet de poser la question dans le contexte du Togo. À quoi sert un chef de file de l'opposition? Parce que la loi était d'abord une loi. Même s'il y a des lacunes de la loi, ça demeure toujours la loi. À l'époque, peut-être le chef de l'État, il voulait orienter... Avoir son opposition à ses côtés? Avoir une opposition organisée.
une opposition organisée. Ça se décrète comme ça? Mais si il a pensé décréter, il a pris ce décret pour nommer telle personne chef de file de l'opposition, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a trop de désordre au sein même de l'opposition togolaise. Pour les organiser, que eux seuls n'ont qu'à s'aligner derrière telle personne. Pour demander quelque chose au nom de l'opposition, allez voir telle là. Allez voir la personne indiquée. C'est elle qui est la mieux indiquée. C'est la raison pour laquelle, je vous crée un chef de file de l'opposition à travers la loi de 2015, là, peut-être. Donc, maintenant, la loi est sévère, c'est la loi. Mais peut-être si ça n'arrange pas, il revient maintenant à ceux-là qui sont des bénéficiaires de voir avec le titre de chef de file là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? À l'époque, si j'ai la bonne mémoire, l'ex-chef de file de l'opposition, le CFO, Jean-Pierre Fabre, avait dit qu'il a pris le titre là pour provoquer la tenance. C'est ce qu'il avait dit. Mais depuis 2015 jusqu'à maintenant, c'est toujours le même président qui est toujours à l'omé d'eux. Non, c'est un peu comme ce que je disais. Il disait qu'il a pris le titre pour provoquer la terrance. La terrance ne se décrète pas. Et le chef d'État qui a favorisé qu'on vote cette loi à l'Assemblée et qui l'a promulguée, c'est parce qu'il est soucieux du fait que lui seul, avec ses partisans qui l'ont voté, ne peut pas faire la nation et qu'il faut forcément entendre le son de cloche de l'opposition. Et que cette opposition ne peut pas lui être bénéfique s'il n'est pas organisé. D'où cette loi-là. Maintenant, quand ceux qui doivent être bénéficiaires de cette loi aussi arrivent à s'entre-déchirer entre eux. Mais ils ne peuvent rien faire de bon avec. Mais toi, on te nomme chef de file de l'opposition, tu trouves que tu l'as pris seulement juste que pour provoquer l'alternance. Mais en contrepartie, tu fais quoi pour provoquer cette alternance? Rien. Quand vous faites le bilan du chef de... Non, je ne parle pas de vous, je parle de celui-là. Quand vous faites le bilan, quand vous faites son bilan pendant ce temps-là où il a été chef de file de l'opposition, moi je ne vois rien comme activité ou bien comme projet qui a été mis sur place sous lui en tant que chef de file de l'opposition qui permet d'abord ne serait-ce que de pouvoir réunir ses compères de l'opposition. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi j'ai eu la chance de travailler avec le chef de file de l'opposition du Burkina, l'ex-chef de file de l'opposition du Burkina, qui s'appelle Edi Komoyogo. J'ai été l'un de ses conseillers à la communication. Edi Komoyogo ne va à aucune réunion à la présidence avec Roch s'il n'a pas la bénédiction de ses compères. Et il ne va jamais seul, même quand on l'appelle à 0h pour être là à 6h du matin, il ne va jamais venir s'il n'a pas la bénédiction des autres. Et il n'ira jamais seul. Ça montre que tu les considères aussi, même si tu es chef de file de l'opposition, tu considères pas, tu n'existes pas sans eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. En fait, parce qu'il y a une opposition qui a un chef de file. Hein. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est une question de leadership. Si celui qui est devant n'a pas la carrure d'un leader pour pouvoir fédérer les autres, ça ne marchera pas. On a beau faire les lois, Le problème actuel, c'est que dans le cas des Mégogué, c'est 2 députés qui lui confèrent ce statut aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est suffisant pour se faire respecter dans cette mare à crocodile? Non. D'abord, il est perdu dans la masse. Vous avez vu l'architecture de l'Assemblée actuelle, 113 députés contre 3. Donc, tu es chef de file de l'opposition, tu revendiques la paternité de cette loi. C'est comme si, on rêve. Non, il ne revendique pas la paternité, il revendique la reconnaissance de son statut. La reconnaissance et la paternité, parce que je suis chef de file de l'opposition, donnez-moi mon titre. Donc, il revendique la paternité. C'est vrai, il est chef de file de l'opposition. Mais pour être chef de file de l'opposition, normalement, selon mon avis naïf, tu dois au moins avoir l'assentiment au moins de la majorité du peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui te confère ce titre à travers les urnes, à travers les élections législatives. À travers le nombre de députés le nombre de députés. C'est le président du parti qui a le plus grand nombre de députés de l'opposition qui devient maintenant chef de file de l'opposition. En l'occurrence, c'est lui. 2 députés, c'est un mais c'est suffrage lui. universel direct. Oui.
qui te confère à être chef de file de l'opposition et non pas, ce n'est pas suffrage indirect comme on avait fait pour les locales, élections locales. Tu deviens d'abord conseiller et après les conseillers se regroupent pour te désigner comme maire. Non. Il est élu directement, suffrage universel direct à la sortie des élections législatives. Mais là où le bas blesse est que c'est une portion de terre qu'il a occupée quelque part. Lui-même, il est candidat à une circonscription électorale que moi je ne maîtrise pas trop. Et aussi, il faut voir le nombre d'inscrits qui l'ont élu. Il faut voir aussi ça. Oui, maintenant, tu deviens chef de file de l'opposition pour l'opposition togolaise en général. Pour moi, le débat ne se pose pas en ce sens parce que, quel que soit le cas, tous les autres ont été candidats mais n'ont pas réussi à se faire élire. Ah oui. Lui, il a eu 2 députés. 2 députés. Donc, il est plus puissant. Mais il est plus puissant. Il est plus puissant chez lui. Mais tel que vous venez de poser un débat. Les autres n'ont même pas été capables d'être puissants chez eux. Non. Ne peut pas rivaliser avec lui. Mais à Lomé, Gogué n'a pas été élu à Lomé. Non, vous raisonnez un nombre de voix, enfin, d'électeurs. Oui, c'est. Oui, mais ça renvoie à un autre débat de découpage. En fait, moi, je pense que le problème ne doit pas se poser. Député au Togo, il n'y a pas un mandat impératif. Voilà. C'est vrai, mais le terme de la popularité, c'est la popularité qui te donne droit. Oui, ici, je pense que dans ce poste, c'est pas la popularité au niveau de la masse, c'est un nombre de députés au niveau du Parlement. C'est vrai, mais tu peux être impopulaire, mais trouver député. Mais là... Est-ce qu'on est impopulaire quand on est élu? Non, si tu n'es pas impopulaire, si tu es élu, c'est que tu n'es pas impopulaire. La bonne preuve, mon ami Jerry Tama n'a pas été élu. Bien qu'il soit populaire, qu'il soit député proche de la jeunesse. Ah, mais non, mais c'est le député qui se faisait appeler député de la jeunesse. Donc, je vais vous rafraîchir la mémoire concernant le cas de Jerry Tama. Non, on ne va pas faire de débat sur lui. On va pas faire de débat. On va faire le débat sur Aimé Gogué. Alors aujourd'hui, Tchabouré Gogué revendique la reconnaissance de ce statut. Est-ce que ça veut dire qu'il pense qu'avec ce statut-là, il a quelque chose à apporter à l'opposition? Non, c'est tellement d'accord. D'abord, il revendique ça à juste titre parce que aujourd'hui, quand on fait le point, c'est le seul dont le parti a pu avoir plus de députés dans l'opposition. Et ça, c'est normal. Le texte, la loi, c'est la loi. Même si ça fait mal, ça blesse, c'est la loi, ça reste la loi. Donc, on sera obligé de respecter cela. N'en déplaise aux détracteurs. Donc, du coup, moi, je ne trouve pas redit sur le fait qu'il revendique. C'est son droit. Il s'est battu pour avoir plus de députés aujourd'hui. Au finish, au soir de l'élection, c'est lui qui a plus de députés dans l'opposition. Même mon Fabre qui se disait plus populaire dans Lomé, dans le Grand Lomé, n'a pas pu se faire élire député. Donc du coup, il s'est fait élire député, mais lui seul. Quand on est chef de file de l'opposition sortant, on ne peut pas avoir un seul député. C'est pas possible. Ça veut dire que vous avez des limites. Il estime que les élections sont truquées. Maintenant, s'il le revendique comme il le revendique, c'est tellement parce qu'il sait qu'il peut faire quelque chose avec, il peut influencer avec ce titre pour pouvoir peut-être fédérer. C'est au bas du mur qu'on pourra le juger. Tant qu'il n'est pas investi dans ce rôle, on ne peut pas. Si aujourd'hui on arrive à juger Fabre en tant que chef de file de l'opposition durant le temps qu'il a occupé ce poste, ou J-Chris durant le temps qu'il a, c'est parce qu'on les a investis, ils ont eu à gérer le chef de file l'institution du chef de file de l'opposition en ce moment-là, mais lui n'est pas encore investi, donc on attend de voir quand on va l'investir, ce qu'il aura pu faire au soir de son mandat en tant que chef de file de l'opposition pour analyser, voir. Et vous pensez qu'il peut apporter quelque chose de nouveau qu'on n'a pas déjà vu? Je l'avais dit si haut que il est rassembleur, vu son âge, vu son expérience, son tempérament, il peut faire quelque chose de mieux par rapport à tout ce qu'on a vu. Ses prédécesseurs étaient des rivaux. Parce que oui, ils sont des rivaux parce que Fabre était sorti de l'UFC et il y a un problème de leadership qui s'était posé entre eux et J-Chris ne découlait pas, Fabre aussi ne découlait pas et maintenant il y a la scission. Maintenant après la scission, immédiatement Fabre devient chef de file de l'opposition. Ça crée des agitations, de remous au sein de l'ancien parti. Maintenant l'ancien parti aussi s'est battu, bec et ongle, maintenant il est revenu à la tête de l'eau, il est émergé un peu, il est revenu et maintenant il est devenu chef de file de l'opposition. Vous pensez qu'entre les deux rivaux là, il y aura de
de la cohésion, le pardon, tourner la page des disputes. Non. Je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvais augure, mais je vous rappelle qu'on a déjà eu un groupe parlementaire, ANC a dit, qui s'est aussi disloqué parce qu'il y a eu des dissensions. Oui, l'opposition togolaise elle-même. L'opposition togolaise, il y a certaines têtes. On connaît. Je ne voulais pas dénoncer, mais je ne veux même pas dévoiler les noms ici. On le sait. Eux, ils le savent que c'est eux qui constituent le frein de la démocratisation, le frein du développement, le frein de la cohabitation, de la cohésion de notre pays. Parce que vous ne pouvez pas être chef de file de l'opposition et refuser d'appeler vos collègues de l'opposition et refuser de sonner telle personne. Vous ne pouvez pas rester dans votre tour d'ivoire, demander le pardon, que les gens là, ils n'ont qu'à venir me demander pardon. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait nulle part. Pour être un rassembleur... Vous pensez que Gogué peut faire l'affaire? Gogué est la meilleure personne. D'accord. On va suivre son niveau de près. Éducatif, et presque aussi. On va suivre de près. Merci beaucoup, Marcel Agbessino, d'être passé. C'est avec un plaisir. Victor Olivier Alabi, merci à vous aussi. Le plaisir est partagé. Merci à vous tous d'avoir suivi Le Monde en 7 ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.